Produit par Binge Audio. Donc je lui annonce que je vais le quitter. Et ce test de grossesse est positif, donc je suis enceinte. Tout à coup, je suis sous le choc, je ne m'y attendais pas. Mais je suis heureuse instantanément. Je me dis, je ne pense pas une seconde à l'avortement, parce que j'étais juste très heureuse d'avoir un deuxième enfant. Je me suis dit, c'est parfait, au moins, voilà, j'aurai mes 2 enfants, je vais vivre ma vie comme ça. Ça n'a pas remis en question la rupture, sur le coup, mais en même temps, je me suis dit, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Il s'est avéré que j'ai eu une grossesse compliquée, à risque, avec des complications dès les 3 premiers mois, avec une hospitalisation à 3 mois, puis ensuite à 6 mois, qui était, je pense, pas mal due aussi à la détresse émotionnelle dans laquelle je me trouvais. Pour des questions pratiques, on s'est dit, allez, on reste ensemble, on essaye, là, jusqu'à la fin de la grossesse, et puis quand l'enfant va naître, on essaye de se donner une chance, mais c'était vraiment, c'était avec sursis. Et ensuite, mon bébé est né plus tôt que prévu. Je suis restée 1 mois avec lui à l'hôpital. Et au bout d'1 mois, il est mort. C'était un moment où toutes ces questions n'avaient plus aucune importance. C'était un petit peu comme si j'avais rejoint mon fils quand il est mort dans une autre dimension. En fait, j'étais plus présente ici. Et ça pendant plusieurs semaines. C'était impensable pour moi, en état de deuil et de choc, d'un tel choc, de me dire c'est bon, je vais pouvoir partir, vivre ma vie, me séparer, essuyer une autre séparation, un autre deuil. Donc je me suis dit tu restes là pour l'instant, là, tu te reconstruis, tu gères ce deuil. C'est ce que j'ai fait et entre-temps j'avais monté mon organisation. Donc je menais un petit peu tout de front, c'était beaucoup trop. J'ai fait une pause de 3 mois, ce qui était beaucoup trop court. Et donc petit à petit, voilà, mes questionnements sont revenus. Est-ce que je dois me séparer maintenant ? Est-ce que je dois me séparer ? Est-ce que je suis assez forte ? Tout s'intensifiait. J'étais plus du tout en relation avec Esthera. J'avais rompu avec elle. Mais ça n'enlevait rien au fait que je voyais très bien que je pouvais plus échapper à cette partie de moi. Suis-je lesbienne ? Une série documentaire de Rio Indigo et Naomi Titi. Épisode 4. Sortir de la matrice. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et donc cette personne, Iris, qui m'a énormément soutenue pendant la création de mon organisation. Et j'étais très très touchée en fait par tout l'amour qu'elle me donnait. Au moment où on est venus ensemble, je me suis séparée de mon mari. Ça a mis plusieurs mois pour qu'il déménage. Ensuite, il est parti. Et voilà, et j'ai démarré ma première relation long terme avec Iris. Donc, j'étais encore en deuil de mon fils, à gérer aussi cette séparation avec un enfant de 3 ans qui me demandait beaucoup d'attention et de patience, voilà, comme un enfant de cet âge-là. Donc avec beaucoup de pression aussi, parce que si je quittais mon mariage, que je quittais cette vie, il fallait que ça vaille le coup. Et je pense aussi que j'avais pas fait le deuil ni de ma vie de famille, ni de ce mariage, ni de cette relation. Ça a été trop précipité. Et donc, au bout de 2 ans et demi, on s'est séparés. J'ai annoncé cette relation, oui, à mes proches, enfin mes amis, mes sœurs, ma mère, tout le monde savait. Le père de mes enfants, je lui ai pas dit tout de suite. Je trouvais pas ça nécessaire, en fait, de lui annoncer, mais du coup, ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on se cache un petit peu, puisque mon fils était présent, et ça m'a fait vivre la parentalité d'une autre manière aussi. Donc une parentalité queer où on était vraiment ensemble, on partait en vacances ensemble, on était vus donc par exemple à l'école, elle allait parfois le chercher. Ça m'a mise en face de à quel point l'hétérosexualité peut être confortable. Quand on est une femme et qu'on est en relation hétérosexuelle, on hérite des privilèges de l'homme avec qui on est.
Dans le sens où d'être en relation avec un homme blanc, automatiquement, j'étais plus considérée donc, auprès des institutions. Donc, par exemple, on a fait un prêt, je ne l'aurais pas obtenu si j'avais été seule. Alors, il y a des critères très formels, en fait. C'est-à-dire que... Mais il y a aussi les contacts, le fait d'arriver à un rendez-vous et mais on va s'arranger, etc. Et j'ai bien vu que d'arriver au rendez-vous pour avoir un prêt immobilier avec mon mari, c'était rien à voir. Même dans notre voisinage, la manière dont on était perçus donc par le voisinage... J'avais vécu l'inconfort dans ma vie intime pendant toutes ces années. Et là, je réalisais en fait qu'il y avait aussi un autre côté et que c'était un confort que j'avais peut-être occulté pendant tout le temps où je l'avais, ce confort. Et là, j'ai vu l'homophobie de notre société et en fait d'être aussi consciente de qui on est. C'est un petit peu comme le racisme en fait. On est conscient de ne pas être blanc, de ne pas être blanche, dans certaines situations, dans pratiquement toutes les situations, mais dans certaines situations plus que d'autres, de naviguer dans la société hétéronormée en étant constamment consciente du fait qu'on n'est pas hétérosexuel et que les gens vont peut-être se dire quelque chose, vont peut-être réagir d'une certaine manière, vont projeter des choses sur nous. Alors ça demande beaucoup d'efforts en fait de s'extraire de cette gymnastique mentale constante en fait, de se demander ce que voient les autres, est-ce que c'est safe ici de se tenir la main? Est-ce que ces gens-là, ça va être OK pour eux qu'on soit en couple? Par exemple, si mon fils va jouer chez un ami, est-ce que les parents, ça va être bizarre pour eux? Ou alors est-ce que c'est OK? Donc tout ce genre de questions que je ne me posais absolument jamais quand j'étais en couple avec un homme. Et surtout, qui plus est, était le père biologique de mon fils. C'est une charge mentale en fait. C'est comme la charge mentale du racisme. Et là, je découvrais la charge mentale de l'homophobie. Alors pour mon fils, c'est ça, je suis partie du principe qu'il n'y avait pas de normalité en fait. Donc la normalité, c'était ce qu'il vivait. Pour moi, c'était important depuis tout petit qu'ils comprennent que l'amour entre adultes, ce n'est pas rattaché au genre. C'est-à-dire qu'on peut aimer qui on veut à partir du moment où tout le monde est d'accord. Et du coup, voilà, on est venu en couple, on a vécu notre couple ensemble, sans se cacher, et en étant totalement naturel avec lui, et il n'y a eu absolument aucune question. Pour lui, c'était totalement naturel. Et c'est seulement à 8 ans qu'il a découvert le concept d'hétérosexualité et il m'a fait « Maman, en fait, tu connais les hétérosexistes ?» Hétérosexig, en allemand, il me disait. Je fais « Les hétérosexuels ?» Il me dit « Oui. » Je fais « Dis-moi, c'est quoi ?» Il me dit « C'est quand un homme, il est amoureux d'une femme et quand une femme est amoureuse d'un homme. » Et donc il me dit ça en allemand, il me dit les lesbisch, donc il me dit les mots, tous ces termes, donc lesbien, lesbienne, homo, hétéro. Et il me décrit, donc je lui dis est-ce que tu connais des lesbiennes? Donc là il me décrit tout plein de lesbiennes qu'il connaît, parce qu'on on en a plein autour de nous. Et puis après, donc il me décrit moi aussi. Et ensuite je lui demande, et les hétérosexuels? Il me fait ah oui mais il y en a plein. Donc c'était assez intéressant pour lui, c'était cette description de la norme, il y en a trop pour les compter en fait. Et j'ai toujours, depuis qu'il est tout petit, en fait, je lui laissais la porte ouverte. C'est-à-dire que je lui disais jamais oui quand tu te marieras avec une femme ou quand tu seras amoureux d'une femme ou non. Quand on parlait de ces sujets, je lui disais peut-être que tu auras une amoureuse ou un amoureux, peut-être pas non plus, tu verras. Et donc c'était vraiment intégré pour lui qu'il y avait le genre n'avait aucune importance par rapport à l'amour entre adultes. Donc mon coming out avec mon père, ça a été intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'homophobie dans sa famille, tout comme dans la famille de ma mère. Je l'ai contacté, je lui ai dit allons manger ensemble, j'ai quelque chose à te dire. Donc on allait manger au resto, c'était le long du canal de l'Ourcq, je sais plus où exactement. Et puis au bout d'un moment, je commence à lui dire voilà, donc ce que je voulais te dire, je sais pas trop comment te le dire, voilà. Et puis il m'interrompt, il me dit oui, mais je sais ce que tu veux me dire. Je lui dis ah bon, tu sais? Il me fait oui, je sais. Et je lui dis quoi, que j'aime les femmes? Il me dit bah oui, je le sais depuis bien longtemps, même peut-être avant toi. Et sur le moment, je me suis dit mais pourquoi il me l'a pas dit? Pourquoi on me le dit pas ce genre de choses? Donc il m'a dit tu sais pour moi ça change rien du tout, je t'aime tout autant. Donc sachant que mon père ne dit jamais ce genre de choses, donc on s'est levé, il m'a prise dans ses bras et puis moi j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je crois que lui aussi avait les larmes aux yeux. C'était un moment très très émouvant, un peu hors du temps, qui représente pas du tout notre relation. Et puis ensuite, il a fait une petite réflexion que j'ai trouvée très drôle puisqu'il a dit bon alors par contre,
sois sûr que ton secret est bien gardé, je ne le dirai à personne. Et en fait, je dis: «Mais tu sais, t'es la dernière personne à qui je le dis, en fait. Tout le monde le sait, j'en parle complètement ouvertement. Il y a vraiment pas de secret là, donc» Et ensuite, plusieurs années plus tard et à un moment, donc on est dans le jardin et je vois, donc sa petite tortue. Donc il a une tortue qui vit sa vie dans son jardin et puis tout à coup, il me regarde, il me dit: «Ah». C'est vraiment dommage parce que là, elle est toute seule. J'aurais bien aimé lui prendre une autre tortue. Je dis: «Bah, vas-y, prends une autre tortue». Enfin, je veux dire, il y en a partout, en plus, il y a plein de tortues abandonnées. Tu peux en récupérer une, qui a été abandonnée. Non, mais le problème, c'est que je sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Je dis: «Alors, c'est pas du tout grave, enfin, je veux dire, tu prends une tortue, peu importe, même si enfin, que ce soit un mâle ou une femelle, on en a rien à faire, elle cherche un compagnon, enfin, juste, Et là, Oh il là se là. lève. Mais écoute, c'est comme ça, ça marche comme ça, c'est la nature. Voilà, y a pas. C'est la nature, point. Putain, non mais n'importe quoi, non, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Donc, en sous-entendant, Ma tortue, elle est hétérosexuelle, d'accord ? Donc arrête d'essayer d'imposer ta sexualité sur tout le monde, et encore moins sur ma tortue. Toujours ce questionner. alors qu'en fait, les tortues, déjà, sont des animaux solitaires, c'est son état naturel. Il faut qu'elle s'occupe de la sexualité de ma tortue. Et ensuite, de quoi s'agissait-il ? Il fallait absolument qu'ils fassent des enfants, qu'ils aient un foyer ensemble, qu'ils copulent. La tortue, c'est une tortue normale. Une amitié, c'était pas envisageable. Et qui sait, peut-être que sa tortue, en effet, elle est lesbienne ou gay, on ne sait pas. Ma tortue, elle est pas lesbienne. Hein. Donc c'était assez rigolo de voir à quel point cette norme était importante pour lui. Et que même en parlant d'une tortue, il s'est senti menacé. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher la sexualité de ma tortue, là ? Donc je suis pas allée en Martinique ni avec Iris, ni avec mon autre copine d'après. J'avais un petit peu peur des réactions de mes grands-parents. Il faut savoir que donc l'hétérosexualité comme régime politique, ça a joué un rôle très important dans le renforcement de la suprématie blanche. Et ça a joué un rôle très important dans la mission civilisatrice de la colonisation européenne. C'est-à-dire que l'imposition d'une norme hétérosexuelle et de la norme de la monogamie hétérosexuelle et de la famille nucléaire, en fait, était un signe de développement supérieur, en fait, d'une civilisation et d'une race. Donc, c'était un élément qui allait pouvoir définir si tel ou tel peuple était au même niveau de civilisation et de développement humain, vraiment, que les Blancs. Et donc, c'est pour ça que dans beaucoup de sociétés colonisées, la norme du mariage et de l'hétérosexualité a été utilisée justement pour soit dévaloriser des peuples, soit pour les sanctionner. Et donc, inconsciemment, tout ça, ça nous touche. On ne peut pas supposer, en fait, qu'il y ait eu ces systèmes qui aient duré pendant plusieurs centaines d'années et que ça n'ait absolument aucun impact sur nous-mêmes. Et je sais que, par exemple, pour le cas de mes grands-parents de Martinique, pour eux, en fait, le fait d'adopter un modèle justement très hétéropatriarcal, dans une famille nucléaire, etc., qui se conformait à l'idée de la famille, voilà, qui est aussi, donc, non seulement patriarcale, mais aussi très nationaliste, il y avait une volonté, je pense, d'assimilation. Totalement inconsciente. Je pense que ce n'était pas conscient, mais que ça faisait partie, en fait, d'une certaine stratégie pour acquérir une certaine forme de reconnaissance de l'oppresseur, donc du colon blanc. Et c'est ce qui a marqué beaucoup ma famille, je pense. Pour moi, inconsciemment, j'ai hérité de tout ça, de ces représentations. Et donc, dire non à ce modèle, c'était aussi dire non à une certaine forme d'ascension sociale et d'ascension raciale. Surtout, voilà, avec un homme blanc. C'est-à-dire que je romps, en fait, avec ce schéma. Et donc, je me souviens avoir dit à un membre de ma famille « Oh non, mais moi, je ne vais pas me cacher, hein, la prochaine fois, je leur dirai. » Et donc, cette personne me dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller leur dire ? Mais pourquoi tu veux leur dire ? Ils sont âgés, il faut les ménager, ils n'ont pas besoin de le savoir. » Et bon, je me suis dit « Bah si, en fait. Et tant qu'ils vivent, il faut qu'ils s'adaptent eux aussi. » Je veux dire, je ne vais pas les ménager et leur cacher l'existence. Voilà, il y a eu déjà assez de personnes queer cachées dans cette famille. Je ne vais pas le faire, moi aussi. Donc, je m'étais dit, je leur dirais, le dire en passant. Bon, il se trouve que tous les deux sont devenus Alzheimer. Donc, en fait, ils sont devenus, alors c'est pas le cas pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, mais
Ils sont devenus beaucoup plus flexibles, je pense, dans les normes sociales aussi. Elle a accepté que les choses changent. Et un jour, je suis venue avec ma partenaire qui s'appelait Lénie à l'époque. Et là, je lui ai dit, tiens, mais c'est Lénie, c'est ma compagne, on est ensemble. Et ma grand-mère, elle était surprise, mais elle a accepté, elle a dit, ok, ok. Quand je me suis séparée, tout de suite, j'ai eu aussi beaucoup plus d'espace pour me développer moi-même, pour m'émanciper en fait. Et j'ai connu beaucoup plus de succès professionnel après la séparation de mon mari. Aussi, mes revenus ont doublé. J'étais plus cantonnée à un rôle auquel je devais me conformer. Et surtout, j'étais pas dans une hiérarchie de carrière avec mon conjoint, en fait, où je devais toujours donner priorité à sa carrière, même si ça me frustrait énormément. Mais bon, si notre fils était malade, c'était moi qui ai arrêté de travailler pour aller le chercher, même si je lui disais, vas-y, ah non, je ne peux pas. J'ai vécu une ascension sociale de par ma séparation, mais qui n'était que partielle. C'est-à-dire qu'au niveau de la représentation sociale, de la famille, etc., il y a eu un déclassement. Aux yeux de la société, pas pour moi. Et j'ai dû gérer, en fait, cette manière d'être considérée ou déconsidérée. Je l'ai ressenti totalement et je me suis rendu compte de ma misogynie internalisée quand je me suis mise avec des femmes. Et c'était quelque chose dont j'avais pas du tout conscience en couple hétéro. Ça m'a vraiment affectée, énormément. Je me suis rendu compte de l'ampleur de la violence misogyne. Donc je voyais la femme avec qui j'étais et tout à coup, je voyais projeter sur elle toute cette dévalorisation des femmes, toute cette misogynie. Et je voyais qu'il fallait que je surmonte ça et que ça me concernait aussi. Et qu'on était toutes les deux concernées là-dedans. Donc ça m'a rendue tellement triste. Et c'est pour ça que je me rends compte aussi que dans l'hétérosexualité, pour les femmes, il y a quelque chose de rassurant d'être avec quelqu'un qui est valorisé constamment. D'être avec un homme qui, aux yeux de la société, va être vu comme un être supérieur. Parce que quand on rompt avec ça, on doit se confronter à notre propre infériorité. Projetée, c'est pas une infériorité réelle, mais on doit se confronter et on doit guérir en fait cette partie en nous pour pouvoir avoir accès à l'amour queer en fait. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus marquée, en fait, quand je suis sortie de l'hétérosexualité, c'était de voir que la sexualité queer donnait autant de liberté. Et qu'elle était vraiment individuelle et unique à chaque fois. Dans la séduction hétérosexuelle, il y a l'idée, en fait, que la femme doit résister à l'homme. Donc, c'est très cliché, mais c'est très vrai. Et donc, ne pas se donner trop vite, parce qu'à partir du moment où on se donne, on perd le pouvoir. Clairement, ce jeu de pouvoir, il est très, très hétérosexuel. Et donc, si on cède trop vite et qu'on avoue trop vite avoir des sentiments, ou alors qu'on couche avec la personne trop vite, il va y avoir cette notion de potentiellement, je vais avoir perdu quelque chose. Donc, de perdre quelque chose. Donc, ça peut être perdre du pouvoir, perdre du mystère, perdre du pouvoir de séduction, se rendre vulnérable. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu du tout, jamais, en relation queer. One drink. What would you like? Beer. Beer. Of course. Et j'avais pas l'impression, par exemple, qu'il fallait que j'attende. Attendre, c'était pas du tout... Ça n'a jamais été un thème, en fait, en relation queer. Pourquoi, en fait? Attendre, si j'ai envie, oui, mais je veux dire, y a pas, je vais rien perdre. You seem uncomfortable. Do I make you nervous, Corky? No. Et c'est quelque chose qu'on apprend parce qu'on suit les scripts qui nous sont montrés, c'est-à-dire que l'hétérosexualité est représentée absolument partout à longueur de temps. Donc on sait très bien à quoi ça ressemble une relation sexuelle hétérosexuelle. On sait très bien à quoi ça ressemble, par où ça doit passer, comment ça commence, comment ça finit. Donc ça, c'est des codes qu'on apprend depuis assez jeune, en fait. Alors que dans les relations queer, pas du tout. On n'a pas ces représentations et il va y avoir un vide qui va permettre de créer. I have a tattoo. Would you like to see it? Et donc, à chaque nouvelle relation queer, on recrée une sexualité. Alors qu'avec chaque relation hétéro, bien sûr que les personnes sont différentes, donc ça va être différent à chaque fois. Je suis pas en train de dire que à chaque fois c'est à l'identique. Et ça va se réinventer aussi, évidemment, on n'a pas les mêmes... mais le script va nous suivre.
C'est-à-dire que le script hétérosexuel va être présent dans toutes les relations hétéro. What are you doing? Isn't it obvious? I'm trying to seduce you. Why? Because I want to. I've wanted to ever since I saw you that day in the elevator. Je me souviens d'une amie, elle était vraiment malheureuse en amour, elle avait toujours des histoires difficiles avec les hommes. Et je lui disais, peut-être éventuellement tu peux t'ouvrir à ça et voir, aussi explorer pour toi en fait. Ça coûte rien. Et elle m'a dit, oui, mais par contre, franchement, je ne peux pas m'imaginer faire un cunilingus à une femme. Quand on réduit l'orientation sexuelle à certaines pratiques sexuelles ou alors une attirance purement sexuelle, on passe complètement à côté de ce qu'est l'amour en fait, parce qu'il s'agit d'amour. Tout ce qui se joue autour, le romantisme, les sentiments, le quotidien, partager une vie ensemble, faire des projets, partager une intimité émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser aussi. Est-ce que je peux m'imaginer une partenaire de vie, en fait, avec tout ce que ça implique, au-delà juste de l'aspect sexuel. Et alors, à l'inverse, il va y avoir Moi, je me souviens d'une amie qui me disait, alors moi, je peux m'imaginer totalement avoir une relation sexuelle avec une femme, mais je ne peux pas m'imaginer une relation romantique avec elle. Et ça aussi, c'est une représentation patriarcale qui dévalorise les liens entre femmes, qui dévalorise donc non seulement les amitiés entre femmes, mais aussi l'authenticité de l'amour et des sentiments. Et moi, je me suis surprise à ça, en fait, justement, quand j'avais confronté ma misogynie internalisée. Je m'étais confrontée à ça en me posant la question, est-ce que c'est du vrai amour, là, ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est légitime? Oui, mais aussi, est-ce que vraiment c'est authentique? Et donc, quand on a du mal à s'imaginer ça, ça renvoie, en fait, à un discours qui représente tout ce qui se passe entre les femmes comme quelque chose de futile, comme quelque chose qui n'est pas important, qui n'a pas vraiment de base, d'essence. Les échanges entre femmes, dans une société patriarcale, par définition, ce n'est pas intéressant. A fortiori, l'amour lesbien, ça va être une relation qu'on va invisibiliser ou alors qu'on va représenter comme une amitié. Très souvent, d'ailleurs, historiquement parlant, les histoires d'amour entre femmes, elles vont être représentées par les historiens, en général, comme des amitiés. Et en fait, on va avoir des lettres d'amour ardentes avec vraiment des lettres d'amour passionnelles. Et puis après, dans les commentaires historiques, voilà, donc c'est cette amitié très, très intense. Oui, c'était intense et il y avait certainement de l'amitié aussi, mais c'était avant tout une relation romantique. Je suis réduite à quelque chose qui a besoin de Virginia. Milan, janvier 1926. Lettre de Vita Sackville-West à Virginia Woolf. Tu me manques encore plus que je n'aurais pu l'imaginer, et cependant j'étais faite à l'idée que tu me manquerais énormément. Si bien que cette lettre n'est en réalité qu'un hurlement de souffrance. C'est incroyable de voir à quel point tu m'es devenue essentielle. Je sais que je ne t'amènerai point à m'aimer davantage en me livrant pieds et poings liés comme je le fais. Mais, oh ma très chère, je ne parviens pas à être astucieuse et distante avec toi. Je t'aime trop pour cela. Trop sincèrement. Tu as fait s'écrouler mes lignes de défense. Et à dire le vrai, je ne t'en veux même pas. Il y a plein de personnes queer dans ma famille, mais personne vraiment de manière avouée dans la génération de mes parents. Et donc, à un moment, il y avait donc 2 cousines, donc des cousines qui ont une quinzaine d'années plus que moi. Et elles sont toutes les 2 clairement lesbiennes. Et elles sont en couple avec leurs compagnes respectives. Et dans la famille, en fait, on fait comme si ça n'existait pas, mais je pense que c'est même pas conscient. C'est-à-dire que, par exemple, ma grande-tante, quand je lui demande, je dis alors, et comment va Julie et puis comment va Christine? Elles vont très bien. Écoute, figure-toi qu'elles vivent encore avec leur coloc, chacune. Cette coloc, bah oui, elle vient passer Noël avec nous. Alors figure-toi qu'elles ont eu une grosse dispute à un moment donné, donc elle est partie loin, elle est partie, elle a vécu avec un homme, sa coloc, et puis ensuite elle est revenue. Elles sont réaménagées ensemble, mais oui, c'est une belle amitié, donc elle l'ignore complètement. Donc c'est un petit peu... Voilà, ignorer ce qui rentre pas dans la norme, ou alors ignorer les déviances, entre guillemets, en fait.
pour moi, sortir de l'hétérosexualité, ça a été voir le monde avec une clarté plus intense, quelque chose qui fait un peu plus mal aux yeux. Et cette clarté, elle a le potentiel aussi de nous rendre cyniques. Parce qu'en fait, quand on sort de la matrice, je vais utiliser l'allégorie de la matrice pour ça, en fait, on sort de la matrice, mais tout le monde reste dans la matrice. Donc l'isolation, elle peut faire encore plus mal. Le fait de ne pas être comprise, le fait de voir d'autres personnes en fait dans cette matrice sans avoir la moindre intention d'en sortir. Donc nous, dans notre position de personnes sorties de la matrice, on va devoir s'adapter à ces personnes pour ne pas les froisser, pour ne pas juger leur mode de vie, pour rester dans une ouverture aussi, tout en sachant qu'on voit à travers cette façade. Donc voilà, donc c'est pour ça que la libération, ça mène aussi, alors ça apporte une forme de lucidité, d'authenticité. On peut vivre une vie plus authentique, plus intègre en fait, mais ça peut aussi séparer du reste de la société. Ça peut créer des fossés entre des personnes qu'on aime, par exemple, des deux côtés. Parce que je vois une personne qui vit mariée avec un homme dans une maison avec 3 enfants. Son amitié va être beaucoup plus facile avec une autre personne mariée avec un homme dans une maison 3 enfants. Mais tout comme pour moi, une relation avec une personne queer qui ne vive pas dans un schéma hétéropatriarcal nucléaire, ça va être beaucoup plus facile. Et pour moi, c'était important de garder les liens. Donc, je garde des liens avec... j'ai de très bonnes amies qui sont mariées, en couple hétéro, avec des familles nucléaires. Mais la condition pour moi, c'est de pouvoir être honnête. Je ne peux pas faire semblant, en fait. Donc, ces amitiés-là, elles sont possibles parce qu'il va y avoir une lucidité sur leurs conditions à elles et sur ma condition à moi. Enfin, on va pouvoir être transparente, en fait, dans nos manières de parler, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Par exemple... une personne qui va faire semblant en fait que tout est parfait et avec mon mari on fait 50-50, c'est tout génial. Donc non, en fait, je ne le crois pas. Vous avez 3 enfants, c'est pas possible. Je le vois en plus, hein, je viens vous rendre visite, je sais très bien que c'est pas le cas. Après, bon, là je parle d'un cas concret, hein, je dis pas qu'il y a aucun couple hétéro ne peut s'organiser à 50-50, hein, ils existent très très certainement. Moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle puisse être honnête. En fait, qu'elles puissent être honnêtes sur leurs difficultés, sur les challenges qu'elles vivent, sur leurs frustrations, et que moi, je puisse l'être aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je puisse dire oui, je comprends, et moi, voilà, ma vie en tant que mère célibataire, c'est compliqué, parce que si, parce que ça, sans qu'il y ait forcément une hiérarchisation de nos vies. Parce qu'il y a certains cas où, en fait, je vais sentir de la part de femmes qui vivent dans ce schéma très normé, une sorte de pitié, mais qui va être motivée par leur propre volonté de se voir en fait comme j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix, je vis la bonne vie. Donc, pour moi, c'est important d'avoir de voir nos vies de manière transparente et honnête et en étant consciente des rapports de pouvoir. Après, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que quand je dis, je parle de tous ces problèmes d'exploitation domestique, très très souvent, les femmes hétéros, elles vont dire oui, mais c'est pareil aussi. Enfin, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas ce genre de problème dans les relations lesbiennes. Alors oui, bien sûr que le partage des tâches, c'est à partir du moment où on vit ensemble, il va y avoir cette question. Donc, moi, j'ai pas vécu en couple sous le même toit parce que j'étais tellement traumatisée que je vis seule maintenant. Et mes relations, ça se passe pas sous le même toit. On a été quand même confrontés à la question du partage domestique, mais c'est une toute autre dynamique puisque la société, en fait, il n'y a pas d'ingérence de la société dans ce lien. Alors que dans une relation hétérosexuelle, la société joue un rôle important. C'est-à-dire que les lois fiscales, le marché de l'emploi, la famille, les écoles, les garderies, etc., s'il y a des enfants, ont une influence sur la manière dont les tâches domestiques vont être partagées. Alors que dans un couple lesbien, non. C'est-à-dire que toute la société est faite pour que la femme soit responsable du foyer, principalement, et responsable des enfants principalement. Alors que dans une relation lesbienne, c'est-à-dire que, voilà, imaginons qu'il y ait 2 femmes qui ont une enfant. Par exemple, j'ai ce cas d'amies. Elles sont mariées, elles ont toutes les 2 un enfant. Et quand la petite est malade à l'école, elles vont être appelées à tour de rôle. Mais ça va pas être une évidence que voilà, c'est l'une d'entre elles qu'on va appeler pour aller chercher la petite. Et de la même manière... alors bien sûr qu'il y a des rôles qui vont se créer, il va y avoir aussi besoin parfois de discussions, il va y avoir des conflits aussi, mais il ne va pas y avoir d'ingérence extérieure et il ne va pas y avoir une culture ancrée en nous
et une socialisation ancrée en nous qui va prédéfinir le rôle qu'on va jouer et la sensibilité qu'on va avoir à certaines tâches, etc. Donc c'est ça la principale différence. C'est pas de dire que les lesbiennes ne se disputent jamais. Et je me souviens en avoir parlé à donc, de toute façon, beaucoup d'amis qui étaient dans les mêmes situations. Et il y a une amie qui me dit... Oui, mais moi, tu vois, si j'étais lesbienne, ça pourrait être une autre alternative, mais j'ai pas cette autre possibilité que toi, tu as. Tu comprends, j'ai l'impression de pas avoir d'autres alternatives. Moi, j'ai l'impression que j'aurais envie de rencontrer quelqu'un avec qui je vis une passion amoureuse et je me retrouverais avec un autre homme avec qui se rejoueraient les mêmes choses de la vie quotidienne. Donc finalement, être avec lui ou un autre, puisque c'est le père de mes enfants, tu comprends, c'est compliqué Je vois pas très bien l'intérêt de ça. C'est pareil, tu penses que lui ou un autre, les mecs, ils sont... Enfin, t'auras le même genre de problème. Ah, je pense que la vie de couple se rejouera de la même manière. J'ai décidé d'accepter, j'ai décidé de prendre sur moi. C'est peut-être pas idéal pour moi, mais en tout cas, j'essaye de m'en contenter. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé si j'avais pas eu l'option des femmes, est-ce que je serais restée enfermée dans ce mode de vie ? Est-ce que je me serais laissée exploiter ? Et en fait, la réponse est non. Parce qu'on voit aussi bien qu'il y a certaines femmes qui décident aussi, qui prennent une décision... elles décident de vivre célibataire, de ne pas vivre en foyer, ou alors de vivre séparément de leur conjoint, dans des appartements différents, quitte à vivre dans moins de mètres carrés. Donc, ça peut être une décision aussi. Mais c'est vrai que de voir l'exploitation domestique comme une fatalité de laquelle je ne puisse pas m'échapper, c'était impensable. Mais j'y suis quand même restée plusieurs années. C'est-à-dire qu'en tout, on est restés 9 ans ensemble, c'est beaucoup d'années. Et moi, je vois la séparation comme quelque chose de salvateur et de positif. Et une société patriarcale va diaboliser la séparation. Voir la séparation comme un échec, voir la séparation comme une trahison, d'avoir laissé tomber, on a abandonné. Et en fait, si on n'abandonne pas la relation, parfois, on va devoir s'abandonner soi-même. Mais la société patriarcale n'a aucun problème avec l'abandon de soi-même des femmes. C'est-à-dire qu'on va attendre des femmes qu'elles s'abandonnent elles-mêmes. Et en fait, oui, je veux des divorces, en fait. Parce que si rester dans un mariage hétéro, ça veut dire s'oublier, faire des compromis constants et puis vivre dans l'exploitation ou dans la violence, dans certains cas, dans ce cas, oui, les divorces, je les célèbre, en fait. Je m'en réjouis. Et je me souviens, il y a dans ma famille, par exemple, une glorification de la longévité du mariage de mes grands-parents. C'est-à-dire, les noces d'or, d'argent, de diamants, jusqu'à de poussière cosmique, parce qu'ils étaient ensemble depuis, 75 ans. Donc, vraiment, et puis il y a une admiration sans borne. On les voyait comme un exemple. C'est-à-dire, c'est un exemple. C'est l'exemple à suivre. On veut tous être comme eux. Moi, j'ai toujours une résistance vis-à-vis de ça, parce que je ne vois pas du tout leur couple comme un couple modèle. Alors, c'est un couple qui s'aimait beaucoup. Un couple qui s'aimait beaucoup, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et en même temps, moi, je vois la vie de ma grand-mère comme une vie passée à faire des compromis, une vie à vivre dans une forme d'infériorité totale, dans une dépendance financière et affective totale. C'est-à-dire, elle n'a jamais pu travailler, son mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. Elle était obligée de vivre dans cette dépendance. Et une dépendance financière, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à conceptualiser la dépendance financière. Mais la dépendance financière, on abandonne complètement tout son pouvoir de décision. On est soumise aux décisions d'une personne. Et le mari va pouvoir décider, est-ce que je suis gentille ou pas ? Est-ce que je décide ou pas d'accorder tel ou tel droit à ma femme, de lui offrir ce voyage ou pas ? Est-ce que j'accepte qu'on paye ce type d'aliments plutôt que d'autres ? Mais ça va être sa décision. Donc, mon grand-père était quelqu'un de gentil, c'est-à-dire qu'elle pouvait disposer de son argent comme elle voulait, elle pouvait faire des voyages si elle voulait, donc elle avait cette liberté. Mais ça restait la personne qui prenait les décisions. C'est pas un modèle pour moi.
C'est-à-dire que ce mariage n'est pas un modèle et je pense aussi qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait tout simplement pas le choix. Donc en fait, on glorifie cette idée du mariage qui dure pour la vie alors que il n'y avait pas d'alternative. C'est-à-dire que même si elle avait voulu partir, ça aurait été très, très, très compliqué pour elle. Alors évidemment, on n'a pas toutes les mêmes choix. C'est-à-dire qu'on vit dans une société raciste et patriarcale qui permet à certaines femmes de vivre dans notre pays uniquement sous l'autorité d'un homme. Justement, quand on essaye de se battre contre des systèmes et des structures sociétales, en fait, établir des stratégies personnelles, individuelles pour en sortir, c'est une piste, mais c'est pas la seule piste. Et très souvent, quand on essaye de dire, c'est aux femmes de s'émanciper, c'est aux femmes de faire un travail d'empowerment pour pouvoir réussir à échapper à ça, en fait, c'est aussi un petit peu une double violence. Parce qu'il y a la violence de vivre cette situation et ensuite la violence de se sentir coupable ou alors incapable d'en sortir par soi-même. Devons-nous condamner toutes les relations hétérosexuelles, y compris celles qui sont le moins oppressives ? Je pense que cette question, bien que posée avec sincérité, est ici un faux problème. On nous a égarés dans un labyrinthe de fausses dichotomies qui nous empêchent d'appréhender l'institution comme un tout. Bon mariage contre mauvais mariage, mariage d'argent contre mariage d'amour, sexualité libérée contre prostitution, rapport hétérosexuel contre viol. À l'intérieur de l'institution, il existe, bien sûr, des différences qualitatives d'expérience, mais l'absence de choix demeure la grande réalité méconnue, et en l'absence de choix, les femmes continueront de dépendre de la bonne chance ou de la malchance des relations individuelles et n'auront pas le pouvoir collectif de déterminer le sens et la place de la sexualité dans leur vie. Adrienne Rich, la contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne. Toutes mes amies qui elles-mêmes sont queer, elles-mêmes sont lesbiennes, qui ont eu un coming out ou un éveil qui s'est passé beaucoup plus tôt dans leur vie, c'est un petit peu des boussoles, des personnes qui m'aidaient à vraiment aussi me rediriger, à comprendre ce que je traversais. Mais en fin de compte, après, je me suis vraiment rendu compte que j'étais la seule personne à pouvoir détenir une forme de vérité ou une forme de justesse, en fait, sur ce qui m'arrivait, sur comment je voulais le définir. Et j'ai eu aussi des amis qui m'ont confrontée au doute énormément, c'est-à-dire des personnes qui elles-mêmes étaient hétéros, qui avaient beaucoup de mal à penser qu'on puisse vivre un changement et une telle transformation. Et avec le recul, je me dis, ça m'a aidé aussi à justement confronter ce doute et à ne pas me laisser déstabiliser trop longtemps par le doute et à me faire confiance en fait. Donc voilà, mais mes amies, oui, ont été importantes. Oui, j'ai beaucoup pu communiquer avec elles là-dessus et surtout être accueillie en fait dans une forme d'expérience commune. Et ça m'a beaucoup aidée. À suivre, dans Le Cœur sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon.